Assalamu alaikum. Dans cette séquence, nous allons étudier la germination de la graine chez les angiospermes et le cycle de vie aussi des angiospermes. Comment se transforme la graine en plante? On sait, et on a vu dans les séquences précédentes, qu'après l'accumulation des réserves, la graine subit une dessiccation et rentre dans une vie ralentie. La graine est une forme de dissémination et de résistance. Durant la vie ralentie, les rythmes de la nutrition et de la respiration sont très faibles. Il y a un faible niveau d'absorption d'oxygène et un faible niveau de rejet de CO2. Alors, comment se transforme la graine en plante et quel est le rôle des réserves accumulées dans l'albumène ou dans les cotylédons? Voici un schéma qui représente une coupe longitudinale au niveau d'une graine de haricot. On voit de l'extérieur vers l'intérieur le tégument qui recouvre ou bien qui protège la graine. À l'intérieur, on a le cotylédon, puis on a la plantule qui est constituée de radicules, tigelles et de premières feuilles qui vont donner par la suite les feuilles. Ici, on ne voit qu'un seul cotylédon, mais en fait, il y en a deux. L'autre, il est dans l'autre partie. Donc, la graine de haricot est constituée de deux cotylédons, un embryon qui est une plantule comprenant une radicule, une tigelle et des folioles. Le tout est protégé par un tégument. Donc, voici les étapes de germination d'une graine de haricot. Donc, au départ, la graine est mise dans la terre dans les conditions favorables qu'on a vues précédemment. Donc, elle germe, on voit la prolifération de la radicule qui va donner petit à petit une racine qui va se développer en racine principale et racine secondaire. Après la formation de la tige qui se développe petit à petit et puis l'apparition des feuilles qui vont se développer petit à petit jusqu'à ce que la plante devienne autonome avec ses racines et ses feuilles. C'est-à-dire les racines vont lui permettre l'absorption de l'eau et des sels minéraux et les feuilles vont lui permettre la photosynthèse et donc la formation de la matière organique. Voici les étapes de la germination de la graine. Au stade 1, la graine germe laissant apparaître en premier la radicule qui pousse vers le bas. Au stade 2, la graine s'ouvre et dégage le cotylédon qui est relié à une tige et qui commence à sortir de la terre. La tige est reliée aux racines sous la terre. Au stade 3, les racines se développent et des feuilles apparaissent. Au stade 4, les racines s'amplifient sous terre, les cotylédons tombent et les feuilles se développent encore plus. Alors, nous allons étudier les conditions de germination. Pour ceci, nous allons étudier quelques expériences. Dans la première expérience, on met à germer le même nombre de graines de haricots ou bien de maïs ou bien de lentilles dans des conditions différentes pour déterminer l'influence des facteurs climatiques, température ou bien humidité, sur la germination des graines. Un seul facteur doit varier au cours de l'expérience, bien sûr, pour déterminer son rôle. On place par exemple des graines dans deux boîtes de pétri à une température de 20 degrés Celsius en faisant varier le taux d'humidité. Donc, voici l'expérience 1. On a pris deux boîtes de pétri dans lesquelles on a mis du coton. Dans la première, le coton il est sec, donc il n'y a pas d'humidité, zéro humidité, mais la température à 20 degrés Celsius. Dans la deuxième boîte, le coton il est humide suffisamment et la même température à 20 degrés Celsius. Dans une deuxième expérience, on a pris deux boîtes de pétri. Dans les deux, on a mis du coton humide, donc il y a assez d'humidité. Mais la température varie. Dans la première boîte de pétri, la température est de 4 degrés Celsius. Dans la deuxième, elle est à 20 degrés Celsius. Bien sûr, on a déposé dans les boîtes pétri des graines. Et regardez, bien observez le résultat. Donc, seules les graines qui sont placées à 20 degrés Celsius et dans un coton humide, c'est-à-dire où il y a l'humidité, donc 20 degrés Celsius et humide, ont pu germer. Dans les autres cas, il n'y a pas eu de germination. Ici, le coton il est sec, il y a zéro humidité. Ici, la température est très faible. Donc, pour germer, les graines ont besoin d'une humidité suffisante pour faire gonfler la graine et faire éclater l'écorce et d'une température convenable pour permettre des réactions chimiques. Or, ces conditions sont souvent réalisées au printemps où les journées sont plus chaudes et les pluies sont assez fréquentes.
Dans l'expérience 2, nous allons mesurer ou bien peser la masse de la matière fraîche au cours de la germination dans les mêmes conditions que dans l'expérience 2, c'est-à-dire température convenable et humidité suffisante, mais sur des graines de pois. On obtient un graphe. Donc le graphe, il représente la masse de matière fraîche en fonction des jours. Donc vous regardez le développement du graphe. En même temps, il y a l'état de la graine pendant la germination. Alors, on remarque que la masse de la matière fraîche augmente au cours de la germination en général, mais il y a deux phases. Regardez, il y a une phase où la croissance est lente, on l'appelle phase d'imbibition, c'est-à-dire où la graine s'imbibe d'eau, et une phase de croissance où on voit que la croissance est plus rapide. Mais cette phase de croissance, regardez, la deuxième phase, elle commence quand la graine commence à développer sa petite radicule pour qu'elle se transforme en racine. Donc, le jour où apparaît la radicule, commence la croissance rapide. Donc, cette croissance rapide est due forcément à l'apparition de la radicule entre le 4e et le 5e jour. Donc, il y a une accélération de la croissance lors de la sortie de la radicule qui apparaît comme un moment important, ce qui permet le changement de l'allure de la courbe. Dans l'expérience 3, nous allons prendre des graines de maïs, mais broyées cette fois, à différents stades de leur germination. En A, les graines sont sèches, elles sont broyées et sèches. En B, les graines broyées ont subi 24 heures d'imbibition. En C, les graines broyées ont subi 48 heures d'imbibition. Et en ce moment-là, la radicule elle est déjà sortie. En D, les graines broyées ont subi 72 heures de germination. Donc la germination elle est complète. Donc les extraits sont analysés par le test de Fehling. Vous connaissez la liqueur de Fehling. C'est un réactif que vous avez étudié au collège. C'est un réactif qui permet de détecter la présence de sucre simple. Et la couleur du test de Fehling ou bien de la liqueur de Fehling, normalement, elle est bleue. Et s'il n'y a pas de sucre, elle reste bleue. Mais si elle se trouve en présence d'un sucre simple, on voit qu'il y a un précipité rouge brique. Donc, on a testé toutes les graines qu'on a vues dans le début de l'exercice, ou bien de l'expérience. Donc, on remarque que pour les graines A, la coloration reste toujours violette, donc il n'y a pas de sucre simple. Et regardez, la couleur varie petit à petit jusqu'aux graines D qui ont subi une germination totale. Donc, comment expliquer ça? Donc, au début, il y avait absence de sucre simple. Leur quantité, c'est-à-dire les sucres simples, augmente considérablement au cours de la germination. Et ceci s'explique par quoi? Par l'hydrolyse des réserves nutritives, notamment le glycogène qui se transforme en glucose. Donc le glycogène, il se trouve dans les réserves des cotylédons ou bien de l'albumène, et ce glycogène subit une hydrolyse, c'est-à-dire il s'associe ou bien il réagit avec l'eau pour se transformer en glucose. Donc regardez, le glycogène en présence de l'eau donne le glucose qui est un sucre simple, sachant que le glycogène c'est un sucre composé qui ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Donc au début il y avait le glycogène, et plus ce glycogène s'hydrolyse et se transforme en sucre simple, plus la couleur des précipités devient de plus en plus rouge. Donc à la fin on voit que tout le glycogène s'est transformé en glucose, c'est-à-dire en sucre simple. Dans l'expérience 4, on va étudier la respiration de graines de soja prélevées à différents moments de la germination, et on va enregistrer ça en fonction du temps. Donc en 1, les graines sont imbibées depuis 48 heures, au moment où la radicule apparaît. En 2, les graines sont imbibées depuis 24 heures. En 3, les graines sont imbibées depuis 6 heures. En 4, les graines sont sèches. Donc on obtient des courbes, un graphe qui contient 4 courbes. Chaque courbe représente un type de graine. Donc la courbe 4 qui représente les graines sèches. La courbe 3, les graines imbibées depuis 6 heures. La courbe 2, les graines imbibées depuis 24 heures. Et en 1, la courbe
la courbe qui représente les graines imbibées depuis 48 heures, c'est-à-dire après l'apparition de la radicule. Donc, vous voyez, on mesure la consommation de l'oxygène en fonction du temps, en secondes. Donc, on voit que la respiration qui est très faible chez la graine sèche, elle augmente progressivement au cours de l'imbibition et particulièrement au moment de la sortie de la radicule. On voit ici qu'il y a la consommation du plus grand taux d'oxygène. Donc l'oxygène, quel est son rôle? Il va permettre l'oxydation du glucose pour produire l'énergie nécessaire à la croissance de la plante. Donc le glucose réagit avec l'oxygène, il s'oxyde, il donne comme produit le gaz carbonique et l'eau, et bien sûr et l'énergie dont les cellules ont besoin. Récapitulons, donc, lorsque les conditions sont favorables, oxygène, humidité, température, la graine germe. Elle passe ainsi de la vie ralentie à la vie active. L'embryon se nourrit durant les premiers jours de la germination des réserves de la graine. L'albumine et les cotylédons sont des tissus riches en réserves nutritives. La croissance de l'embryon donne lieu à une plantule constituée de racines, tiges, cotylédons, feuilles et bourgeons terminales. Les réserves s'épuisent au fur et à mesure de la croissance de la plantule. Après le développement des racines et des feuilles, la plantule devient autonome sur le plan de sa nutrition. Ainsi, l'absorption de l'eau et des ions minéraux se fait au niveau des racines. La photosynthèse a lieu au niveau des feuilles, c'est-à-dire les ions minéraux plus l'eau plus CO2 atmosphérique vont donner des substances organiques dont la plante va se nourrir. Donc, on va voir maintenant le cycle de développement des angiospermes. Donc, dans la fleur des angiospermes, dans une fleur bisexuée par exemple, on trouve l'organe reproducteur femelle et les organes reproducteurs mâles. Donc, l'organe reproducteur femelle contient l'ovaire qui contient les ovules. Donc, dans les ovules, il y a les cellules mères qui vont subir une méiose et se transformer en microspores. Puis, les 3 microspores vont dégénérer. Un seul va se développer qui va devenir le macrospore. Ce macrospore va se développer et se transformer en sac embryonnaire. On a vu dans des séquences précédentes la structure ou bien les constituants du sac embryonnaire qui représente le gamétophyte femelle. Pourquoi? Parce qu'il contient l'oosphère qui va être fécondé. En parallèle, dans les organes reproducteurs mâles, spécialement dans les étamines, qui sont constitués de filets dentaires, au niveau des anthères où il y a les sacs polliniques, il y a des cellules mères qui vont subir des méioses, qui vont donner des grains de pollen, qui sont des gamétophytes. On a vu la structure du grain de pollen dans des séquences précédentes. Des gamétophytes parce ils vont donner les entérozoïdes, qui vont féconder, après pollinisation bien sûr, les zoosphères. Donc, après fécondation, on obtient des graines enveloppées dans des fruits. C'est pour ça qu'on les appelle angiospermes. Et après germination, on obtient de nouveau une plante feuillée qui contient les fleurs avec ses organes mâles et femelles. Il faut savoir que la plante feuillée représente le sporophyte à 2N chromosome, c'est-à-dire diploïde. L'ovule représente le mégasporange qui produit le mégaspore. Le mégaspore se transforme en sac pollinique. Le sac embryonnaire est le gamétophyte femelle à N chromosomes. Le grain de pollen est le gamétophyte mâle à N chromosomes. Donc, on a en général à peu près 3 types de cycles. Il y a en général, en ce qui concerne les cycles chromosomiques, on peut avoir soit un cycle monogénétique diplophasique, c'est-à-dire qui contient une phase seulement à 2N chromosomes, donc une phase diploïde représentée par ce double trait. On peut avoir un cycle monogénétique haplophasique, c'est-à-dire qui contient une seule phase ou bien une seule forme à N chromosomes. Et on peut avoir un cycle digénétique haplodiplophasique qui contient 2 générations, une génération diploïde à 2N chromosomes représentée par ce double trait et une génération haplophasique à N chromosomes représentée par un seul trait. Donc la phase haploïde est représentée par un seul trait bleu. La méiose qui assure le passage de la phase diploïde à la phase haploïde est représentée par ce symbole. La phase diploïde est représentée par 2 traits parallèles, comme on a vu ici et ici. La fécondation restaure la diploïdie à travers l'union des gamètes haploïdes, c'est-à-dire
elle nous fait retourner à la phase diploïde après la phase haploïde. Elle est représentée par le symbole des deux flèches qui s'unissent, comme ici. Donc l'œuf est représenté par le symbole un petit rond couleur mauve. Les gamètes sont représentées par des petits ronds verts, vous voyez ici, etc., etc. Il faut savoir qu'il y a différents types de cycles. Donc on a dit cycle monogénétique qui comprend une seule génération qui peut être haploïde ou diploïde. Un cycle digénétique qui comprend deux générations haplophasiques, c'est-à-dire qui vient après la méiose. Elle est représentée par les gamétophytes, et une phase diplophasique après la fécondation qui est représentée par le sporophyte à deuxième chromosome. Bien sûr, on peut dire digénétique si les deux générations sont bien séparées dans le temps. Et il y a aussi, on peut trouver des cycles digénétiques où une phase plus importante que l'autre qui l'emporte sur l'autre. Donc le cycle de développement chez les angiospermes. Donc, après la formation des organes reproducteurs mâles et femelles, après la méiose bien sûr, il y a fécondation et on obtient un embryon à deuxième chromosome qui se développe en sporophyte, en plante feuillée ou bien sporophyte à deuxième chromosome qui contient les organes mâles et femelles. Donc là, on voit bien qu'il y a une seule génération qui est représentée dans la nature, c'est cette génération où la plante elle est feuillée. Donc la phase haploïde elle est réduite aux grains de pollen et sacs embryonnaires qui sont dans la fleur. Donc on peut dire que le cycle chez les angiospermes est monogénétique diplophasique. Pourquoi diplophasique? Parce que la seule génération qui existe elle est à deuxième chromosome. La plante feuillée ou bien le sporophyte il est à deuxième. La phase haploïde est limitée dans les gamètes. Nous allons voir dans une prochaine séquence comment se fait la reproduction sexuée chez les gymnospermes. À bientôt.